Chers invités, je suis Mohamed El-Masté, conseiller d'éducation et chef du bureau du gouvernement du Maroc, et j'aurai le grand plaisir d'être le modérateur de notre atelier aujourd'hui. Nous allons parler d'alphabétisation en tant que levier de la citoyenneté, et je vais vous donner quelques indications de la façon dont nous allons fonctionner aujourd'hui. Nous avons à notre disposition 2 heures, nous devons donc nous organiser. Nous allons commencer par entendre le président, son Excellence, M. Chakib Ben Moussa, ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, qui préside donc notre atelier et qui va nous présenter ses propos liminaires. Nous aurons ensuite une conférence introductive par Madame Anna Robinson-Pant, professeure de l'Université de East Anglia. Anna Robinson détient également la chaire UNESCO de l'alphabétisation des adultes et la transformation de l'éducation, et elle va nous parler du rôle de l'alphabétisation et son rôle dans le renforcement de la citoyenneté. Elle va également nous parler des principaux aspects du développement de l'alphabétisation et de la citoyenneté. Nous aurons ensuite une table ronde avec 8 intervenants qui vont nous parler du croisement entre l'alphabétisation et la citoyenneté. Je présenterai chacun des intervenants après avoir entendu la conférence d'ouverture. Après cette table ronde, nous aurons une séance de questions et réponses qui durera entre une vingtaine et une trentaine de minutes maximum, et ensuite nous donnerons à nouveau la parole à son Excellence pour clore notre séance à 19h. Son Excellence, le ministre de l'Éducation, des préscolaires et des sports, et son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur et le délégué à l'administration pénitentiaire, le gouverneur et directeur de collectivité territoriale et le directeur de l'apprentissage tout au long de la vie à l'Institut de l'UNESCO de l'apprentissage tout au long de la vie, et le directeur de l'Agence pour la lutte contre l'analphabétisme, les représentants des cités gouvernementales locales de l'Afrique signeront une convention avec une cérémonie de signature qui aura lieu entre 19h et 19h15. Excellence, vous avez la parole. Merci, Monsieur Mesky. Thank you very much indeed, Mr. Mesky. It is a very great pleasure to participate in this workshop organised by the Kingdom of Morocco and consecrated to discussing such crucial aspects as literacy and citizenship. Let me first of all highlight how important the high patronage of His Majesty the King is for this conference, and the importance of the message he delivered this morning as read by the head of government, which demonstrates the interest and importance granted to this important issue of lifelong learning and education, and also placing this crucial issue in the framework not only of basic education and acquisition of basic education, but also that links it up with employment, economic development, personal fulfillment of the individual, collective development, and citizenship. I believe this is a strong message, and this is a message that I really wish to highlight. The very fact that we are holding
this conference in Morocco has high significance. It is, to a certain extent, a recognition of all the efforts that Morocco has been made in this particular field, but also it is a sign of our commitment to the future to develop this field. As an introduction, allow me first to discuss the issue of literacy and citizenship, which is the subject of this workshop. And let us start with literacy. Literacy is, of course, the basis, the foundation for access to human rights. It clearly requires mastering basic skills, but we are all increasingly aware that these basic skills have become insufficient to face a world that is becoming increasingly complex, and that it therefore requires increased autonomy for all players, for social integration, for emancipation. The issue of citizenship is just as crucial. Through literacy, the individual connects with the collective, but in citizenship, you start from the collective and you look at the place of the individual and how individuals interact. So we are discussing here issues that have to do with rights and duties and life in society, the social contract, and everything that forms the cohesion of a nation. So it is also a matter of values, respect for differences, respect for diversity, which are the building bricks of democracy. Morocco recently adopted a new development model. It was an honor to chair the special commission that was in charge of drafting the report on this new model. And what I would like to highlight here is that this model naturally insists on the importance of human capital, common shared ambition, but also the need to have a very clear vision for our future. A vision that is supported collectively by all players, by the nation at large, but also the need to have individuals that have agency, to take initiatives, to experience and create value. And therefore, it is a call for liberating our energies, working as a collective, and following the direction that has been determined. And that is why this model recommends a strengthening of the framework of trust and responsibility, which is an issue related to dimensions such as governance, justice, democracy, whether participative or representative, dimensions such as ethics, such as responsibility and accountability, and all of these different dimensions, this framework of trust and responsibility is an element that contributes to the creation of values, to mobilizing society at large, and that enables us to achieve the ambitions with the best use of our resources. So, all of this highlights how important it is to
carry out capacity building in such a way that it will free up energies so that we can work together to achieve our ambitions, so that it can become a reality. And let me also underscore the importance of the roadmap of the Ministry of National Education, which is now being openly discussed throughout the country, at local level, in the provinces, the regions, and also at national level. And this particular project has three main objectives which I'd like to mention here. One is the fight against school dropout. We need to recall that the children who drop out of school are the illiterates of tomorrow. And if we are not carrying out prevention, then we will need to carry out correction. And this has a cost for people and for us as a collective. The second objective is to ensure quality of learning. Quality of learning is related to the fact that education isn't just a degree. It isn't just a level. It is a matter of skills acquired throughout the process. And these skills are not only basic skills, even though that is fundamental. You need to have acquired these fundamental skills. That's a starting point. But also, the sooner we work on the issue of quality, the better chance we have to see our children, our young people who will then become adults tomorrow, be part of the lifelong learning process. The third objective in the roadmap is training for citizenship, strengthening education to our shared values. We consider that in addition to the basic skills, it is important to work towards opening up the diversity to everything that defines a nation, a community. And of course you can understand the word community as being identical to a nation. But it can also be understood in a more universal way when you broaden citizenship to the global level. So this is what I wanted to share with you as an introduction to your workshop. I would like to thank, of course, our moderator and the various speakers and all those who participate in this discussion on the issue of literacy and citizenship. Thank you for your attention. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma PowerPoint? Bonjour, c'est un très grand plaisir, un très grand honneur d'être parmi vous. Merci beaucoup de ces remarques liminaires qui sont une véritable inspiration. Nous sommes ici pour savoir comment l'alphabétisation peut contribuer à renforcer l'esprit de citoyenneté. Et je commencerai par vous dire que ces éléments sont connectés depuis des siècles. L'alphabétisation est essentielle à la citoyenneté. Le rapport Grade 5 a démontré le nombre de pays qui développent des politiques en relation à la citoyenneté, 74% des pays. Mais il faut également dire que l'éducation de la citoyenneté est comprise de façon très différente en fonction des pays. Et c'est cela mon point de départ. Cela pose des questions sur quel type
d'éducation à la citoyenneté. Quel type de citoyenneté et quel type d'alphabétisation? Ceux qui connaissent le travail réalisé dans les années 70 au Brésil se souviennent de la domestication de l'alphabétisation. Et je vais vous parler dans cette présentation d'un certain nombre de concepts de citoyenneté, éducation à la citoyenneté et alphabétisation. Et j'espère que vous êtes encore suffisamment frais pour suivre mon propos. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais commencer par vous parler des évolutions du concept de citoyenneté. C'est un concept qui a beaucoup évolué. Commençons au début, avec la notion traditionnelle de citoyenneté, comme vous le voyez ici. La citoyenneté est un statut légal et politique accordé par l'État à l'individu. En échange de quoi l'individu doit sa loyauté à l'État. Cette notion apparaît dans la Grèce classique avec la notion de polis, une communauté assez compacte, assez homogène, y compris sur le plan ethnique. L'objectif de l'éducation à la citoyenneté à cette époque est d'instruire l'individu pour qu'il puisse être en lien étroit avec l'État et renforcer son statut. Mais comme vous le voyez dans la remarque de Williams, notre compréhension de la citoyenneté autour de cette identité unique est entièrement remise en cause. Elle suggère que les limites de la citoyenneté territoriale, nationale, culturelle, linguistique, institutionnelle et morale sont en cours de dispersion. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Elle suggère que nous parlons d'un nouveau concept de citoyenneté qui ne se fonde plus sur un modèle de citoyenneté qui se confond avec l'identité, mais comme étant un membre d'une communauté qui partage un destin. Ça ne signifie pas que nous partageons les mêmes valeurs ou les mêmes identités, mais nous reconnaissons que nous avons un destin commun, que notre avenir est unique. Et ici, la crise de l'environnement est un élément clé. Cette approche de la citoyenneté pose réellement des questions sur l'inclusion, l'exclusion, quelles sont les limites d'une société, quels groupes en font partie ou n'en font pas partie. Peut-on être citoyen du monde? Et maintenant, si on passe en éducation à la citoyenneté, eh bien, le modèle de citoyenneté que nous avons influence donc l'objectif de l'éducation à la citoyenneté. Si nous revenons à Aristote, eh bien, celui-ci suggérait que l'objectif de l'éducation était de donner un sens d'unité à la communauté de la police. Et les objectifs qu'il soulignait, comme vous voyez à l'écran, eh bien, ont encore un écho aujourd'hui dans notre approche à l'éducation à la citoyenneté. Donc il s'agissait de contribuer à la cohésion de la société, aussi l'apprentissage des devoirs des citoyens, et aussi l'apprentissage des droits des citoyens. Donc vraiment ici, il soulignait l'importance des droits, des devoirs, des responsabilités, et aussi du principe d'égalité qui est à la base de la citoyenneté. Et il est important aussi de noter aussi que l'apprentissage pour les jeunes n'était pas simplement lié aux droits ou à l'apprentissage des droits, mais c'était vraiment de préparer les enfants à l'exercice de la citoyenneté à l'âge adulte. Et maintenant, si on passe à la période actuelle, il y a une nouvelle conceptualisation de la citoyenneté qui a soulevé de nouvelles questions sur l'objectif de cet enseignement de la citoyenneté, les valeurs que l'on doit s'y enseigner, quelle est l'approche que doit adopter l'apprentissage de l'éducation civique, pardon. Et est-ce que l'apprentissage de plusieurs types de citoyenneté éloignera les personnes, les rendront moins loyales vers l'État? Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de relier cette pensée politique aux aspects pédagogiques. Et c'est ce que faisait Nussbaum, qui parlait de 3 capacités dès le 19e siècle, qui étaient donc l'examen critique des traditions,
de se voir aussi, de se considérer soi non seulement comme un citoyen d'une région locale, mais aussi d'être lié aux autres êtres humains. Et troisièmement, de l'imagination narrative. Et là, Nussbaum voulait dire la capacité de se mettre à la place des autres, de comprendre ce que c'est d'être quelqu'un d'autre. Et donc elle parlait vraiment de ces capacités qui peuvent être développées grâce à l'éducation à la citoyenneté. Et ensuite, si l'on regarde la deuxième citation qui est tirée d'un rapport récent de l'UNESCO, eh bien, ce sont les notions qui sous-tendent notre vision actuelle de l'éducation à la citoyenneté. Mais il ne s'agit pas d'une alternative à la citoyenneté. Il s'agit plutôt d'interaction entre une vision critique, active et diverse de la citoyenneté. Maintenant, je vais passer à l'alphabétisation, puisque c'est vraiment mon domaine de recherche, c'est celle de l'alphabétisation des adultes, et je fais depuis des années des recherches sur le lien entre l'éducation et la citoyenneté. Donc moi, je suis d'abord revenu sur les premières recherches dans les années 1990. Et l'une des premières recherches a été réalisée par Nelly Stromquist, qui se penchait sur un programme du Brésil qui s'appelait l'alphabétisation pour la citoyenneté. Et donc, on voit justement que cela reprend déjà les idées d'Aristote en matière de droit, de devoir, aussi de demande légitime pour un changement social, indifféremment de la classe ou du genre ou des différences sociales en général. Mais qu'est-ce que cela nous dit vraiment sur l'alphabétisation en soi? Parce que ça parle surtout de l'éducation. Mais cette étude était intéressante dans la mesure où elle se penchait sur les résultats de ce programme qui reliait l'alphabétisation à la citoyenneté. Et ce sont un peu les mêmes résultats qui ont été trouvés par le rapport Graal 5, c'est-à-dire l'amélioration de l'estime de soi, l'autonomisation, la pensée critique. Mais en plus, cette étude soulignait aussi le fait que les femmes étaient plus promptes de sortir du domicile et d'investir les espaces publics, de gagner confiance en soi et d'échanger davantage avec les autres. Donc c'est là où il faut vraiment comprendre comment l'apprentissage, l'alphabétisation influence l'exercice de la citoyenneté. Et à cet égard, il y a une étude menée au Maroc dans les années 1990, une étude menée sur 9 ans par l'université Mohamed V et l'université de Pennsylvanie. Et cette étude s'est penchée sur la signification de l'alphabétisation au Maroc à l'époque. Et elle commence par cette histoire que vous voyez ici à l'écran sur une dame qui s'appelait Fatima, qui était très respectée dans sa communauté. Et en fait, elle distribuait les lettres aux personnes de sa communauté simplement en reconnaissant les écritures ou l'alphabet utilisé, français ou arabe. Et au marché, elle était aussi capable d'utiliser 3 devises différentes, dont une qui était basée sur un système de calcul sur une base 5, donc elle était aussi très bonne en arithmétique. Et donc, selon son cadre de référence, les personnes en fait sentaient qu'elle était lettrée ou illettrée. Et je ne sais pas si les éducateurs, c'est le problème que les éducateurs auraient considéré qu'elle était illettrée puisqu'elle n'était pas allée à l'école et qu'elle n'avait pas appris de manière conventionnelle, mais elle avait quand même des connaissances. Et donc, ce sont des genres d'études sur cette alphabétisation qui sont nées dans les années 1990, et on appelle ça l'alphabétisation contextuelle. Et elle remet en question un peu cette vision binaire entre les personnes alphabètes et analphabètes et suggère en fait qu'il y a plutôt un continuum ici et qu'on est tous à la fois alphabètes et inalphabètes. Et donc cette notion d'alphabétisation multiple est illustrée par cet exemple de Fatima. Donc si l'on adopte cette approche de l'alphabétisation à la citoyenneté, aujourd'hui, eh bien, je vais partager avec vous 2 exemples de projets de recherche récents. Le premier, sur la gauche, qui nous provient d'un livre qui vient d'être publié sur l'alphabétisation au Malawi et qui se penchait donc sur les expériences des femmes participant à des
cours d'alphabétisation publique et ce que signifie pour elle l'alphabétisation. Et donc, Mrs. Alwala disait qu'elle n'allait pas en cours pour avoir un certificat, elle voulait simplement apprendre à écrire son nom. Et la raison pour laquelle, c'est parce que lorsqu'elle se rendait à différents programmes, par exemple de distribution alimentaire, les personnes pensaient qu'elle ne pouvait pas cibler, qu'elle pouvait signer, et qu'elle pouvait simplement utiliser son pouce et un tampon encreur pour signer. Et donc, elle a été capable d'utiliser un stylo et d'apprendre à signer. Et pour elle, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir enfin signer avec un stylo en public. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a gagné le respect des personnes pour pouvoir signer. Et donc, la chercheuse Mjaya suggère que le stylo représente l'alphabétisation, tandis que le tampon à encre symbolisait l'illettrisme qui était lié à l'humiliation publique dans cette communauté. Ensuite, le deuxième extrait de recherche nous vient d'une recherche aux Philippines par Chris Millera, qui a étudié donc des associations d'habitants en situation informelle. Et il a rencontré de nombreux exemples d'alphabétisation bureaucratique, comme on l'appelle, par exemple pour gérer les problèmes de citoyenneté, les problèmes fonciers. Et ici, il y a donc une situation par Mila, qui était la trésorière de cette association, qui a appris à faire les comptes de cette association. Et elle a appris à les faire d'une manière qui soit aussi facile à faire pour les autres, même si au début c'était vraiment difficile. Elle a mis en place sa propre méthode. Donc ici, nous avons un exemple de deux types d'alphabétisation, donc avec des compétences fonctionnelles, notamment pour Mila, qu'elle a appris au quotidien, dans sa vie, et non pas en classe. Elle a appris les compétences dont elle avait besoin pour gérer son association. Et l'autre exemple est plutôt la valeur symbolique de l'alphabétisation. En tout cas, moi, je pense que ces deux aspects sont fortement liés à la citoyenneté. Et je crois que c'est des choses qu'on apprend aussi en pratique dans le quotidien. Et je crois qu'il faut vraiment accepter que ce que l'on apprend, même en salle de classe, en matière de citoyenneté, est aussi façonné par l'expérience au quotidien. Et donc ici, on a vraiment deux femmes qui deviennent alphabètes dans un certain degré, dans les compétences particulières nécessaires au quotidien. Donc pour conclure, je vais me pencher sur certaines caractéristiques particulières des cours d'alphabétisation qui peuvent renforcer l'esprit de citoyenneté. Donc le premier, c'est vraiment de savoir comment enseigner l'apprentissage à la citoyenneté. C'est quelque chose en fait que l'on acquiert, la citoyenneté est quelque chose que l'on acquiert, ce n'est pas quelque chose qui peut vraiment être enseigné. On l'a vu par exemple avec Myla qui apprend à faire ses comptes en étant une citoyenne qui est active dans une organisation. Et je crois que la citoyenneté active est vraiment considérée comme quelque chose de participatif, notamment en salle de classe, mais c'est aussi simplement être un citoyen actif qui apprend une forme d'alphabétisation sur le terrain. Donc nous devons comprendre comment soutenir ce type d'apprentissage de forme informelle, de manière informelle au quotidien. Et donc il y a l'approche de l'apprentissage, de l'alphabétisation secondaire, c'est-à-dire qu'on apprend de manière secondaire à s'alphabétiser par d'autres compétences qu'on apprend premièrement. Aussi pour des approches plus concrètes, vous voyez ici à l'écran, c'est un bulletin de vote dans un village où il y a eu des élections locales au Népal, et j'ai été vraiment intrigué par tous les symboles qui représentent en fait tous des partis politiques différents. Donc si l'on parle vraiment d'alphabétisation concrète, eh bien c'est vraiment ce genre de document tiré de la vie réelle que l'on peut ensuite utiliser en salle de classe pour enseigner plutôt qu'utiliser des manuels d'enseignement. Et donc troisièmement,
quelque chose qui revient à mon point de départ sur l'alphabétisation critique. C'est qu'aujourd'hui, nous devons tous apprendre à être critiques face aux médias, face au numérique. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel au quotidien pour exercer notre citoyenneté. Et donc, il y a des programmes qui nous ont vraiment appris à lire des symboles visuels, à naviguer des réseaux sociaux, des sites web, etc. Et au Moyen-Orient, par exemple, il y a un programme qui permet d'apprendre les messages, à déchiffrer les messages politiques. Et enfin, si je reviens à l'idée plus générale de l'éducation mondiale, de la citoyenneté mondiale, je crois qu'elle est plus importante que l'éducation civique. Elle a aussi des implications pour l'alphabétisation. Il ne s'agit pas simplement de lire ces bulletins de vote, il s'agit de valoriser les connaissances, les langues autochtones, leurs écritures, et de créer aussi un espace pour ce type d'apprentissage au sein des cours d'alphabétisation. Et cela est lié d'ailleurs à la conclusion du rapport Graal 5 qui parle de favoriser la prospérité de la planète en permettant à l'émergence de valeurs véritablement humaines. Et c'est là où la citoyenneté peut vraiment intervenir. Merci beaucoup. C'est un plaisir que de t'écouter. Oui, mais ce que tu disais était très cohérent, très bien. Ok, merci, j'étais pas sûr. Ah non, c'était très très bien. Merci beaucoup, professeur. Je crois que notre travail commun et transformatif est important. C'est vraiment ici qu'intervient l'apprentissage tout au long de la vie. Et maintenant, sans perdre plus de temps, je vais ouvrir le débat. Mais avant, je vais vous donner juste quelques informations logistiques. La signature de la convention doit avoir lieu à 7 heures pile. Donc, je vous en informe. Donc, nous devrons peut-être un peu réorganiser les choses pour s'assurer que nous pouvons vraiment signer la convention à 19 heures avec les VIP à 19 heures pile. Donc, maintenant, je vais inviter à participer à notre panel les intervenants suivants. Donc, cette discussion en panel portera sur les expériences multiples du croisement entre l'alphabétisation et la citoyenneté. Donc, nous aurons différentes perspectives avec 8 intervenants qui vont intervenir les uns après les autres. Merci, Votre Excellence. Donc, cette discussion, donc nous aurons les intervenants suivants. Monsieur Hamed Abadi, qui est secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Oulémas. Ensuite, Monsieur Hicham Habash, qui est le directeur de l'Observatoire de l'apprentissage tout au long de la vie et qui est chaire UNESCO de l'apprentissage tout au long de la vie à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Ensuite, le docteur Dae Jong-kang, qui est président de l'Institut national pour l'éducation tout au long de la vie. Donc, je l'invite aussi à nous rejoindre. Et j'invite un quatrième intervenant à nous rejoindre également. Et il s'agit de M. José Serrano Garcia, qui est responsable de programme pour l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement. Nous aurons aussi 2 autres intervenants qui nous rejoindront également. Donc, Moledris Agoulman, qui est directeur de l'action sociale et culturelle et réinsertion des détenus. Et il travaille pour la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Et enfin,
Monsieur Vadim Tour, qui est représentant du cabinet des droits humains. Donc maintenant, je passe la parole à Monsieur Hamed. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, les marchés ont kidnappé l'éducation et l'alphabétisation. Mais l'éducation est simplement faite pour... L'éducation doit aider à vivre, et pour la vie, nous avons besoin de capacités qui sont façonnées, qui sont élevées dans les différents domaines qui sont liés donc à cette noble action de l'élévation des capacités. Et donc la question est vraiment de savoir que doit-on savoir et pourquoi. Et est-ce que l'on reçoit à l'école tout ce dont on a besoin pour vivre, ou alors est-ce que ce sont d'autres capacités qui sont développées et d'autres qui sont oubliées ? Simplement à cause d'habitude d'enseigner des choses de génération en génération sans jamais changer les choses. Et je crois que pour changer les choses ici, il faut vraiment du courage. Et il faut se baser sur les recherches scientifiques à cet égard. L'intersection de la recherche scientifique de manière à apprendre à vivre et non pas simplement apprendre à travailler, eh bien, compte sur 7 piliers. Et ici, nous verrons la relation avec l'apprentissage des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie. Le premier pilier, c'est le pilier existentiel. Qui nous sommes, où nous sommes. Et les écoles ici essayent un peu d'enseigner cela, et c'est un peu un élément du programme d'enseignement, mais sans prendre suffisamment le temps de s'assurer que les étudiants vraiment puissent l'assimiler et l'absorber. Et c'est pour ça que l'on voit tant de confusion, de perplexité dans les différentes sociétés, dans le monde entier. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pilier intellectuel. Et ici, il y a de nombreuses réfractions, car il s'agit donc de prendre des connaissances factuelles tirées du monde, de les intégrer dans notre esprit, et donc il y a de nombreuses réfractions auxquelles nous ne faisons pas attention. Donc c'est une connaissance qui est fractionnée ou partielle, qui a une conséquence sur nos actes, sur nos vies, sur notre perception, et vous imaginez aussi toute la suite de cela. Et le troisième pilier, donc, c'est le pilier émotif. Nous avons 104 émotions au sein de notre cœur. Nous pouvons facilement l'oublier, il ne faut pas se limiter quand on parle de l'alphabétisation. Il y a d'autres types de manque de compétences. Il faut garder en compte, garder à l'esprit ces composantes émotives très importantes. Et le quatrième pilier, donc la société. Qu'est-ce que la société? La société est plurielle. Il y a beaucoup de composantes au sein de la société. En 1651, Thomas Hobbes a écrit son livre Léviathan, où il a essayé de traiter de ce sujet. Il a dit que les écoles ne prêtaient pas suffisamment d'attention à certains aspects. Nous avons ensuite la dimension internationale. Notre monde était auparavant très grand. Maintenant, notre monde est beaucoup plus petit.
très très petit. Sachant que nous avons également la révolution numérique qui a rendu le monde encore plus petit. Ensuite, notre sixième pilier serait le pilier universel. Où sommes-nous? Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi l'herbe est-elle verte? Pourquoi la mer fonctionne de la façon dont elle fonctionne? Pourquoi nous apprenons d'une façon plutôt d'une autre? Il faut que nos programmes scolaires répondent à ces questions. Nous avons donc créé des guides, des orientations sur la base de ces questionnements. Nous avons commencé par les universités. Nous avons commencé par les universités privées parce que c'était une bonne façon de tester, de mettre à l'épreuve nos théories. Parce que ces universités, si elles n'aimaient pas nos stratégies, elles allaient les rejeter. Et nous avons découvert qu'effectivement, notre stratégie était plutôt efficace. Elle a été très appréciée. Nous avons pu travailler avec des étudiants inscrits en licence ainsi qu'avec des étudiants même au niveau du doctorat. Nous avons ensuite élargi ce programme aux universités publiques. Donc, depuis 2007, nous avons travaillé avec notre secteur universitaire et scolaire pour intégrer ce programme autour de ces 7 piliers. Nous avons ensuite travaillé avec des adultes, mais un groupe très spécifique d'adultes. Et ces adultes ont fait preuve d'une certaine curiosité. Parce que nous sommes passés de connaissances dictées par les marchés à des connaissances qui sont vraiment utiles du jour le jour, au quotidien. Donc nous sommes passés d'une dimension intellectuelle à une dimension existentielle et ensuite à une dimension humaine quotidienne. Et c'était très intéressant pour nos étudiants et tout cela a provoqué une certaine curiosité. J'ai aujourd'hui avec nous un collègue qui m'a aidé à travailler avec plus de 40 000 adultes, y compris des détenus, pour leur donner accès à ce programme, à ce type d'éducation. Ensuite, nous avons travaillé avec des détenus qui avaient commis des crimes beaucoup plus sérieux, des extrémistes. Et certains d'entre eux étaient dans un état très grave. Dans nos prisons, nous avons trouvé 1000 personnes et nous avons pu travailler avec plusieurs centaines de ces détenus. Et ces personnes ont pu ensuite sortir des prisons grâce à notre approche. Nous avons également lancé, avec la délégation et le même collègue dont j'ai parlé, un autre programme qui a aidé 1200 adultes. Donc, l'alphabétisation devrait être applicable au niveau quotidien parce que notre époque est une époque très spécifique. Il faut savoir que les adultes sont très différents des enfants. Les enfants vont avaler des connaissances sans poser trop de questions, mais les adultes ont leurs opinions, ils vont mettre en question les enseignants et les enseignements. Il faut donc savoir avoir une démarche gagnant-gagnant, à la fois pour les éducateurs et pour les étudiants. Quel est l'avantage de cette approche pour les apprenants? S'il n'y a pas d'avantage, les apprenants ne seront pas motivés et ils ne vont pas apprendre d'une façon efficace. En conclusion, j'aimerais dire que je ne pense pas que ma stratégie soit parfaite, mais
elle a provoqué la curiosité de beaucoup de personnes et de beaucoup de pays. Et le Maroc est prêt à apprendre et à partager nos expériences avec nos autres collègues. Merci beaucoup. Hi, Eva, very honored to speak avec Professor Abdelhadi. I have been attracted so much by your intervention. Merci beaucoup de ces interventions très intéressantes. Notre collègue est philosophe et il a un excellent anglais. Et donc, je suis ravie d'être ici aujourd'hui au sein de cette organisation multiculturelle et multilinguistique. Je suis directeur de l'Observatoire pour l'éducation tout au long de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est une période où nous pouvons apprendre à avoir des connaissances qui vont avoir un impact sur notre esprit et sur notre approche à la vie. Et mon travail au sein de l'Observatoire consiste justement en la mise en place de bonnes pratiques au sein de l'apprentissage formel. Donc, j'aimerais mettre l'accent sur un aspect particulier. Quand nous parlons de la citoyenneté et du citoyen, qu'est-ce que nous avons à l'esprit? Quel est l'espace pédagogique au sein duquel nous pourrions mettre en place ce type d'éthique? Cet espace est ce qu'on appelle en anglais constructive learning, l'apprentissage constructif. Sans ce type d'apprentissage, nous ne pouvons pas développer cette citoyenneté dont nous avons parlé. Cet espace pour l'apprentissage doit être interactif. Nous avons ici avec nous le ministre du Maroc. Et donc, je veux parler un petit peu de la pédagogie au Maroc. Parfois, cet apprentissage constructif au sein d'un espace informel ne peut pas être trouvé au sein de l'apprentissage formel. Quand nous avons l'apprentissage constructif, le problème des étudiants est que ils sont souvent stressés par les examens, c'est-à-dire ils savent qu'ils doivent passer les examens, que c'est obligatoire, et au sein de l'apprentissage formel, le professeur est la personne qui structure le programme. C'est-à-dire qu'il y a toujours en quelque sorte un chef qui contrôle le système d'apprentissage. Ce système n'est pas libre. Mais il faut, comme on dit en anglais, avoir des étudiants plus open-minded, ouverts d'esprit. C'est très important pour la citoyenneté. Il faut avoir ce type d'apprentissage libre. Nous n'avons pas ça au sein des systèmes d'apprentissage formels. Au sein de l'apprentissage informel, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de pédagogie a priori. Le professeur n'a pas une stratégie pédagogique fixe projetée sur ses étudiants. Alors qu'au sein de l'apprentissage formel, les enseignants ont justement cette approche-là. Il faudrait mettre en place un dialogue entre les professeurs et les étudiants pour qu'il puisse y avoir un partage au niveau de l'esprit, au niveau des émotions et au niveau de l'état d'esprit. Ce partage des connaissances crée ce que nous appelons une pédagogie basée sur le partage. Cette approche n'est ni formelle ni informelle, mais plutôt entre les deux. Dans l'apprentissage formel, nous avons toujours l'évaluation. Nous avons de bons étudiants et de mauvais étudiants. Nous avons cette dichotomie. Et c'est une forme de discrimination, enfin. Si nous voulons promouvoir une citoyenneté positive, il faudrait la développer en dehors de ce type de discrimination. Donc, au sein de l'apprentissage informel,
nous n'avons pas cette approche discriminatoire. Nous n'avons ni de mauvais étudiants, ni de bons étudiants. Une autre question qui est très importante à poser, c'est pourquoi nous apprenons? Nous apprenons non pas pour avoir des connaissances, parce que les connaissances sont partout. Nous apprenons afin de développer son moi. Les psychologues appellent ça en anglais cognizance, ou la cognition, la prise de conscience. Pour être sage, il faudra avoir des connaissances très larges, mais ces connaissances, on peut les avoir en dehors de l'école. Par contre, l'école peut nous aider. L'école peut nous permettre d'accéder à un certain niveau de connaissances qui est nécessaire pour la sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être sage? Être sage, c'est avoir un peu de recul par rapport à soi-même pour pouvoir se voir de l'extérieur et pour pouvoir évaluer sa relation envers l'autre, envers soi-même et envers le monde. Il faut avoir ce qu'on appelle une conception de soi, self-concept en anglais. C'est très important qu'on aide nos enfants à se développer de cette manière, à avoir cette conception de soi. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le ministre quand on parle des power skills, des compétences douces ou les compétences qui autonomisent. Ces compétences permettent de prendre des décisions et de prendre du recul par rapport à une situation donnée. Si nous développons ce type de citoyen, c'est quelque chose de très positif parce qu'il y aura moins de conflits au sein de nos sociétés et les citoyens seront plus ouverts d'esprit. C'est important au sein des écoles, mais également en dehors des écoles, d'avoir un certain changement conceptuel. Pour développer une société, il faut que les citoyens aient cette capacité de changement conceptuel. Einstein a pu mettre ensemble la physique et la mathématique pour pouvoir changer les concepts existants. C'est ce qu'on appelle la relativité restreinte générale en français. Donc, il faut encourager les étudiants à fusionner ces domaines conceptuels différents pour qu'on puisse avoir justement ce changement conceptuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir mis les diapositives. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Kanju Hang. Je représente l'Institution nationale pour l'apprentissage tout au long de la vie de la Corée. Donc, notre institut met en œuvre la politique pour l'apprentissage tout au long de la vie, y compris l'alphabétisation. Donc, nous avons essayé de trouver des approches pratiques à l'alphabétisation et à l'apprentissage tout au long de la vie. Et nous avons également pu travailler sur l'éducation à la citoyenneté. Donc, comme vous savez, nous avons eu une pandémie en Corée. Il y a eu des informations. Parce que certaines personnes ont pensé qu'on pouvait guérir la COVID-19 grâce à l'eau salée. Alors, comment les Coréens, qui sont quand même très instruits, ont pu croire
à ce mythe, c'est à cause de la désinformation, les fake news ou les mauvaises informations. Mais pour moi, ce n'est pas cette désinformation qui soit problématique, c'est plutôt la crise de l'alphabétisation. Alors, quand je parle de cela au niveau de la Corée du Sud, vous pouvez ne pas me croire. Parce que nous avons beaucoup d'éducation dans mon pays. Quasiment tous les citoyens coréens font 9 ans d'éducation obligatoire. Et presque tous les collégiens vont après au lycée. Et 50% des Coréens ont une éducation universitaire. Donc nous avons parmi les jeunes de 25 à 34 ans, presque 70% qui ont fait des études universitaires. Nous avons fait un sondage en Corée basé sur l'alphabétisation et nous avons découvert que beaucoup de jeunes ne peuvent pas comprendre un texte, même s'ils sont capables de le lire. Au sein du ministère de l'Éducation en Corée, nous avons donc fait des études pour comprendre jusqu'à quel point les adultes aient des compétences pour lire et pour compter. Et nous avons découvert que 4,5% de millions de Coréens ont du mal pour appliquer ces compétences au quotidien. 2,3% peuvent lire et écrire et compter, mais ont du mal à appliquer ces connaissances dans la vie quotidienne. Ensuite, 11,4% peuvent utiliser ces compétences au quotidien, mais pas trop dans des tâches plus compliquées. Donc, nous avons changé notre acte, notre loi sur l'éducation tout au long de la vie en 2007 pour prendre en compte ces données. Et nous avons mis en place des cours d'alphabétisation pour les adultes et nous avons formé des professeurs pour donner ces cours. Le gouvernement a également financé l'élaboration de manuels pour les adultes qui suivent ces cours. Et nous avons réduit notre éducation de base dans ce domaine de 6 ans à 3 ans. Nous avons ici des poèmes écrits par nos étudiants. Nous avons organisé une compétition. Et ici, nous avons ce poème, A Dreadful Grandson, un petit-fils terrible. Parce qu'il y avait une grand-mère qui avait du mal à lire à son petit-fils. Et maintenant, grâce à nos cours, à notre formation, elle peut lire ses livres à son petit-fils. Donc, il s'agit d'une méthode d'alphabétisation des adultes. Les éléments fondamentaux de la citoyenneté, c'est de pouvoir exprimer son avis sur la citoyenneté telle qu'elle affecte la vie des citoyens. Chaque citoyen doit pouvoir acquérir ses compétences de participation pour pouvoir partager leur vie avec d'autres. Ainsi, l'écriture de poésie permet de développer les capacités d'expression, s'exprimer, c'est d'écrire et définir la vie qu'on a vécue. Et c'est lié de près à l'expression critique, parce que pour décrire sa vie, il faut comprendre la relation entre sa vie et le monde. Ainsi, l'éducation et l'alphabétisation des adultes permet de former des citoyens qui peuvent lire, comprendre et transformer le monde. En Corée, nous avons vu l'effet dans les poèmes écrits par ces étudiants, et le prix principal, Le printemps de ma vie, décrit la vie d'une femme dans la société coréenne. Et il se termine par cette phrase: je suis arrivée à mon printemps à plus de 70 ans, je veux rester au printemps pour toujours.
Beaucoup d'institutions ont dû fermer durant la pandémie, mais certaines des classes d'alphabétisation ont continué. On a continué, les enseignants ont continué à enseigner individuellement par téléphone, ont mis en ligne des programmes d'alphabétisation des adultes et nous avons maintenant pu reprendre les classes en face à face. Nonsan, une ville en zone rurale en Corée, a à peu près 40% des adultes de la ville qui ont encore besoin d'acquérir des compétences en alphabétisation. Nous avons donc mis en place un programme d'alphabétisation des adultes à l'échelon municipal depuis 2016. 139 femmes ont été formées comme enseignantes en alphabétisation. Donc nous enseignons aux locaux à enseigner aux locaux. Les classes ont été organisées dans plus de 330 villes en 2021 et la classe moyenne comportait moins d'une dizaine d'élèves. Ces classes ont pu être organisées malgré la pandémie, parfois au domicile des apprenants avec des plus petits groupes. Ceux qui ont participé à ces activités ont pu produire une revue qui parle de leur vie et de leur expérience. Cela permet aux apprenants de devenir des citoyens actifs dans leur ville. Permettre de déployer des enseignants pour l'alphabétisation des adultes devient très populaire en Corée. Des programmes d'alphabétisation et d'éducation tout au long de la vie ont beaucoup changé. Nous avons maintenant des groupes de quelques personnes qui se réunissent et qui choisissent ensemble ce qu'ils veulent apprendre. Ensuite, ils demandent au gouvernement, au ministère, d'envoyer les matériels nécessaires. Le gouvernement soutient financièrement ainsi ces groupes pour qu'ils apprennent ce qui les intéresse. C'est une façon d'exercer l'autonomie des apprenants et d'avoir une diversité également des apprentissages. Et je voudrais conclure par d'autres aspects. On dit que l'histoire de l'humanité pourrait être divisée entre la période avant et après le Covid, avec des nouveautés dont nous n'avions aucune expérience et qui vont préparer la période post-pandémie. Et notamment, on parle beaucoup d'acquérir la connaissance du numérique qui va être le nouveau normal. C'est une façon d'aller au-delà de l'alphabétisation elle-même. Nous prévoyons que la durabilité de la Terre est impossible si nous maintenons notre style de vie actuel et nous devons donc également créer une nouvelle façon de vivre pour soutenir la planète et l'avenir des humains. Et pour cela, nous devons encourager l'alphabétisation pour pouvoir connaître l'avenir, parce que l'avenir n'existe pas dans le présent. Nous avons besoin de notre imagination pour créer notre avenir. Au fur et à mesure que nous dépassons la pandémie, nous devons inclure l'apprentissage du futur dans notre éducation, éduquer les citoyens pour l'avenir. C'est le grand défi de la Corée aujourd'hui. Il y a 37 ans, ceux qui se sont réunis au Confiteor 4 ont déclaré qu'il y avait un droit à apprendre et que le droit à apprendre était un défi pour l'humanité. Et cela reste vrai aujourd'hui. En Corée, nous avons activement adopté le droit à apprendre dans notre législation et nous avons passé 30 ans à essayer de surmonter ces défis. Nous avons encore beaucoup à faire ensemble pour l'alphabétisation de base, l'alphabétisation fonctionnelle, l'alphabétisation critique et l'alphabétisation de l'avenir. Ces différentes formes d'alphabétisation sont fondamentales pour notre développement, pour l'avenir de l'humanité. Et je vous remercie de votre attention. Merci à tous.
Ladies and gentlemen, good afternoon, good evening. I'd like to thank His Excellency the Minister of National Education and all the heads of institutions who have organized this workshop. Thank you for welcoming us and giving us the floor, but also thank you for everything you do every day to put literacy of society at large at the heart of conditions for tolerance, respect, and a society that will work for equality and equal opportunities for all. I'd also like to express my thanks to UNESCO and the organizers of Confrontier 7. This is a unique event that is taking place in Morocco for the first time. Spain is a very committed player in the field of education in Morocco and has been for years, and it is an honor to be with you here today. The work of education and adult literacy is a great challenge. For instance, we need to take into consideration geographic mobility throughout the world and the increase in the number of migrants that are coming to Morocco to live, to work, to be educated. This leads us to rethink and adapt our educational models so that they can be more inclusive and perform better. In the coming minutes, we would like to highlight those fields that are crucial for societies today, and especially literacy of migrants. I think there is no debate as to the importance of schooling children, boys and girls, among migrant populations in public or private school institutions. Nevertheless, the literacy for adults among migrant populations has been left aside, and yet results in terms of health, employability, inclusion, tolerance, and global economic growth, as well as cultural growth of societies, are clear. The effects of education on families and children are proportional to the quality of education programs made available to parents, and in particular to mothers. And this is where I would like to give a concrete example. We, the Spanish Agency for International Cooperation, which I represent here today, is working with the Agency for the Fight Against Illiteracy in Morocco with the support of the European Union for a project on support and integration of migrant populations in social support and literacy programs in Morocco. And the project aims to a very clear objective, that is to recognize that adults have a right to develop their ability to live and work independently of the context in which they live. And in order to achieve this, and more specifically in order to ensure integration of persons who are migrants into Moroccan society, to ensure their integration in professional life, we need to educate migrants thanks to contextualized interventions that are adapted to their specific needs and that are based on their diversity. In order to achieve this objective, we look to the integration of migrants by developing a literacy program in the Moroccan language and culture that is adapted to their needs, depending on their linguistic profile and the level of education, which is sometimes very high indeed. This is a pilot program set up by ANALCA in 4 regions of Morocco that will test the literacy methodology as applied to migrants. The approach aims to create educational materials and support for trainers, teachers, and for beneficiaries of these programs. Also to train trainers on the program itself. And thirdly, to experiment and evaluate the programs thanks to pilot projects with partner associations. And the development of this project is based on a feasibility study that looks into the conditions for success of a literacy program that is dedicated to migrants, that has been carried out. What is the result of that survey? First, any literacy program for migrants must include
a reference framework and a support framework that is good quality, adapted with good training for trainers and for supervisors and teachers, because it is important to have experience in teaching adults, especially in functional literacy. They need to have the skills to know how to learn, to know how to be, and to be adapted to migrant situations. They need to understand universal values of openness, tolerance, equality, diversity, and also to have a good knowledge of participative approach. They need to have in mind also the type of target group that they have, mainly adults with medium or high levels of education, but are from different cultures and probably speak a different language. Fundamental dimension in this project is gender. This is why we also facilitate social and professional integration for migrant women by adapting and integrating the migration aspect into vocational training programs that exist, especially in line with preschool education, by training professionals to these specific programs as adapted to the migrant populations, also by ensuring integration and access of migrant women to vocational training as offered at national level, and that can lead them to the labour market, and also by offering advantages to those migrant families, the most vulnerable, especially with regard to support for their children. This is a project that aims to educating adults directly and indirectly, contributing to the social and professional development as individuals, and also to contribute to the host society and making it more open and tolerant. This goes hand in hand with the communication campaign, with a lot of preparation support, even in those countries where there is infrastructure for adult learning. Many adults poor background believe that education can't change their lives in depth, and we hope that the service offered by our partners is recognized by these populations, that these programs will be extended to all migrants in Morocco, thanks to this communication campaign, and by using our excellent partnership with the National Agency for the Fight Against Illiteracy. And it is an important point which I wanted to highlight as a conclusion. In this cooperation between Morocco and Spain, teaching for migrations, it is essential so that adult learning can enable individuals and communities to break the cycle of exclusion and inequalities for a more inclusive, diverse, and fairer society. Thank you all for your attention. Ouais, sincèrement, là. Je voudrais maintenant inviter le professeur Geneviève Perrault à commencer sa présentation, et je voudrais inviter également nos derniers intervenants à nous rejoindre, M. Abdelali Mastour. Merci de nous rejoindre, et Monsieur Mourad Idriss également, merci de nous rejoindre ici, et nous allons commencer par professeur Geneviève Perrault. Merci. J'arrive pas à ouvrir son truc. So, I represent the UNESCO Chair for Applied Research Education in Prisons. The aim of the chair is to work on research on education in prison and apply that research to education and training in prison and the community of interest involved. The issue of literacy and citizenship is fascinating as far as I'm concerned, but it's also very challenging when we look around the world at what exists, what
happens in the field of education, in prisons and literacy in prisons, it's very difficult to have a clear statistical view of the situation. The political context and laws can vary a great deal between one country and the next. There's also an ongoing transformation of programs. Definitions vary depending on research, whether it's the definition of education or the definition of illiteracy. So it is clear that trying to have a clear view of what is being done in terms of literacy in penitentiary establishments is quite difficult. On paper, it is clear that most countries offer literacy programs for detainees. However, knowing how many people are involved is quite difficult. Access to literacy programs frequently is mainly aimed at minors. So everything that has been said by the previous speakers would apply. You have that view of literacy programs that needs to include everyone at any age, lifelong. So if you look at the results of education in prison and literacy programs in prison, I think you first need to concentrate on the snapshot of the typical detainee. The typical detainee can be generalized as follows. We frequently have people who've dropped out of school very early, who have had a difficult experience and a very negative experience of school, who also have very little experience of formal work. Statistically speaking, they more frequently have learning difficulties, and the fact that they are detainees has questioned their status as citizens. That varies also a great deal, and sometimes it's formal. They're not legally citizens anymore. They no longer have the same rights. Other than being detainees, however, they could have access to certain other rights. So all of this is part of our reflection when you want to invest in education in prisons and see how positive the results of education and literacy programs can be for detainees. We could target, in fact, 4 major possible results of these literacy programs. The first 2 are quite obvious. First, social improvement and professional reintegration. Some, in fact, could even say that in a context of literacy, if you look at the limited skills in terms of language skills or other skills, we could talk about social reintegration and professional reintegration, and the results could also affect the atmosphere in prison and prevent radicalization and violent extremism. So if you look at the skills acquired by people who follow a literacy program in school, in prison, there are many, and in fact, some panelists have mentioned them. But let me just cover a few. This is beyond understanding spoken or written language. We're talking about skills that will have an effect on their ability to reintegrate or integrate socially and professionally. So developing autonomy in terms of thinking processes, a better self-awareness, more positive self-awareness in learning, and having, for some, a first positive experience of learning. Learning to have a critical view also, including of digital life, so that people, when they are released, can exercise their judgment and take good decisions. It's also the results of the effect of the peers
that will have an effect on the former detainees and whether they can think about what is on offer for them and think about also fake news, which has been mentioned by another speaker. Participating to life in community, and despite prison literacy programs are done within four walls, well, the school space can actually represent this public space. And then they can also in turn become like inspiring leaders within their communities. Very often you hear that detainees want to go to school to learn reading, to become better people when they leave prison. So the motivations are obvious, but also the impacts are obvious, and they will have impacts on communities. For example, when you look at criminality rates. So all this is like based on the learning continuum that allows minors but also adults, and I think it's very important here to stress here that all adult inmates have also access to literacy programs in prisons. Earlier we talked about migrants. Well, the increasing number of migrants in prison is a reality, and so there should be literacy programs targeting them so as to improve their social reintegration, because at the moment they are socially excluded. So also learning allows to identify your own cognitive difficulties, for example, when you have learning difficulties. And so people suffering from those problems actually would get new tools to identify them and also to improve their condition. And also literacy programs in prison help to foster solidarity within the prison, but also in society. And those mechanisms that actually inmates probably suffered, but they suffered the lack of those mechanisms before being in prison. Also, those programs help developing to help master your own emotions, your own feelings. And then this is very helpful when you want those people to actually learn to better abide by social norms, to understand them and respect them, and then apply them. And also the literacy program give tools that help understand the whole social rehabilitation process and also the judicial process that help inmates reintegrate. They will understand what they have to do, what they can do, what they cannot do, and what behavior they have to adopt when they are released. So those programs really help the exit from criminal behavior and adopt new behavior, and also to build their own confidence in themselves, to better understand laws, to better understand what is accepted and not accepted in society, and so to better taking part in society, in your community. So that's really generally improving rehabilitation, not only socially, but also professionally. Because then those former inmates really have acquired like concrete tools to help them. To help them to take part in society and in the work environment. So there are many levers that are activated through those literacy programs in prison, and they should really be fully integrated to all programs that are targeting inmates.
And so literacy should be really integrated in all different types of programs in prison where there are also work programs or any other type. So I will stop here. Thank you very much. J'invite Monsieur Eman. Ladies and gentlemen, I'm very happy to take part in this roundtable today. It's very difficult for me to summarize what our general administration does for reintegration in such a short time. So I will just briefly describe the most important aspects of my presentation. But my written presentation will be made available to organizers so that it can be disseminated. So I will speak about our program to fight illiteracy that we implement with different partners such as the Ministry of Religious Affairs, the National Agency to Fight Against Illiteracy. So I'd like to say that the General Directorate of Penitentiary Insertion has adopted a scientific strategy which is realistic with specific objectives and also KPIs to measure its impact so as to guarantee its success. And here I come back to what was said by Professor Perrault earlier. And I hope that during the visit that was planned for Saturday morning, the visit of the local jail, and I hope the participants will be able to actually see the reality of our work. So as for our program to fight illiteracy, well, it's being implemented in several prisons. There's a reference framework and a methodology to implement it. And as I said, the Ministry of Religious Affairs is deeply involved, but also the National Agency to Fight Illiteracy. So there's also several complementary projects that are being implemented. And their aim is to teach inmates values that will facilitate their rehabilitation once they have served their sentence. So we're really trying to have a positive impact on those inmates. And for them, actually, education is a human right. As mentioned in the International Declaration of Human Rights. And also because education is extremely important for personal and social development. And the education program that we're implementing draw inspiration from the best previous programs and also the best documents. For example, we take inspiration from the Moroccan Constitution, the Moroccan Declaration for Human Rights, and the objectives are to teach the culture of peace, coexistence, to fight bias, to fight criminality, to improve social rehabilitation, and also to strengthen values such as citizenship, democracy, national identity, religious identity, to improve also positive interactions with the big objectives and challenges of the nation, also teaching the love for science, for knowledge, to provide tools and skills for better reinsertion at work, and also to provide skills for learning, mathematics, general knowledge,
And here the educator plays an extremely important role, because the educator is responsible for teaching those values to the different inmates. The educator will help them reintegrate society, and so we are very well aware of the importance of those programs to fight against illiteracy. And that's why we work with the National Agency to Fight Illiteracy, so as to adopt and implement a school program that is adapted to inmates and their prison environment, which responds to their specific needs and which teach them all the values that I've just mentioned. As for the results of our programs, as I said, we implement those programs with several stakeholders. Tu l'entends? Non, je n'entends rien du tout. Je suis désolé d'avoir piraté, j'ai pas toujours l'habitude. Non, c'est pas grave. The interpreter apologizes, but I can't hear the source language. J'ai un problème. J'entends pas. Demande peut-être lui d'utiliser ta console. Demande lui de repasser sur ta console pour le français. J'entends pas le canal français. J'entendais, mais quand il est sur lui, sur sa console, il vient de changer, j'entends plus le français. So we've just started a new program being implemented by the National Agency to Fight Illiteracy. It started in 2019. 71 inmates, males and females, were trained within this program. And so we are now trying to develop our work with other stakeholders, such as from the Mohammed VI Foundation, the UNEP, UNESCO. And so we've organized an international event for inmate literacy, and the high dignitaries have also taken part, and it was the occasion to exchange and to especially exchange good practices so as to improve the rehabilitation of detainees. And actually, in our national report, we observe like a reduction of illiteracy among detainees from 28% in '96 to 11% only in 2021. And this was due to the participatory work that we conducted with the Agency to Fight Illiteracy and the Ministry of Religious Affairs, but also thanks to other programs being implemented through this partnership. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Ackerman. Thank you, Director. Merci beaucoup, merci Monsieur le Directeur. J'aimerais vraiment
remercie aussi la professeure Geneviève Prérault qui nous a rejoint par Zoom. Nous apprécions vraiment votre contribution. Et enfin, pour terminer, nous allons écouter l'intervention de M. Adlan Misko, qui est délégué du cabinet ministériel pour les droits humains. Merci beaucoup. Dear participants, ladies and gentlemen, first I would like to apologize in the name of Mr. Shawki Benek, who couldn't be here with us today, and he's sending his excuses. Our delegation is really strongly committed to support the ministry's work, and so with the National Agency to fight against illiteracy, we implement different programs. And here I am representing this delegation, and I myself worked as a social actor. I worked in schools, notably to teach citizenship, because school is really the very first place where to teach citizenship. School is the place that brings us together. It's the most sacred place for humanity. It's the only institution that helps humanity to progress and to guarantee its own continuity. And that's what allows mankind to observe everything around it through this institution, an institution that helps him nurture his own humanity. Schools is also a way to work for democracy, and it's not only it's a national endeavor, it's the responsibility of the state, and it's also a cause for society and not just for the individual. Teaching and learning to adults is a way to strengthen this feeling of citizenship. And the United Nations Charters, Program, Convention are proof of it, actually, and all the strategies as well, because they all confirm the central role of education, for example, the fight against climate change, and all the way to the realization of SDGs, or the fight against extremism. There's no document or report or program for the United States that does not consecrate the centrality of education. So you can imagine the impact of people who do not have access to education. And so Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights says that the right to education must contribute to foster human rights, the respect for human rights and fundamental liberties, tolerance and fraternity between all nations and all levels of society. SDG 4, which you all are familiar with, is proof of this. So all of these charters states that education should promote humanity. It should help humanity to progress. There are many countries represented here today. We speak different languages. We have different faiths. And yet we have a shared commitment. Education is at the heart
of humanity and the prosperity of humanity in the future. Now, this is a universal cause. And it will help humanity to evolve and to live together in harmony. We're all different, but we must live together. We need to coexist. We have no choice. We have a range of different identities based on religion, different ethnicities, different political views, but our basic identity is the same. It's based on our shared humanity. And schools should really promote this shared humanity and help humanity to grow and progress. Education is also, of course, linked to human rights. We have the right to education, which is a dual right. It's a right that empowers, because all of the human rights are based on this right to education. Education is also linked to citizenship, because the rights and duties of each person are based on civic participation. Without participation, we don't have citizenship. And human beings themselves, in order to be human, need to be able to express themselves and participate. Citizenship is a right, but also a responsibility. Citizenship needs to teach us to participate and to be tolerant. And this will also help us to acquire knowledge and to produce knowledge. It allows us to take a stance and to express our views and make changes. If a citizen is illiterate, then he or she will not be able to participate and not be able to be a citizen. So illiteracy needs to be overcome with a particular focus on citizenship. Education, training, and the fight against illiteracy are linked to sustainable development. The United Nations has a definition of sustainable development that states that sustainable development and capacity building for human beings will help them to be more active in the life of our societies. All UN documents state that this is a central cause for all of us. Adult learning and education will also help us to fight against violent extremism and to ensure peace and the overcoming of hate speech. If we do not have enough educational institutions, then we can see the development of an anti-institutional attitude. We need to work towards adopting a global approach. To conclude, we need to focus on all educational institutions, not only on schools. Some children leave school, they drop out from school because there are problems in other institutions, for example, financial institutions, economic institutions. Everything is connected. Therefore, we need to have a cross-institutional approach. We need to focus on all sectors. The victims of illiteracy are marginalized people, poor people, and groups that are traditionally marginalized, such as girls and women. Illiteracy restricts, therefore, our human rights. Illiteracy has an impact on families, a very serious impact, because illiterate parents have a negative impact on their children and on their education, on society as a whole. We are beginning a new decade at UNESCO. We have a new national strategy to fight against illiteracy here in Morocco. And also, as the King of Morocco said in his address, in launching
the Marrakesh Framework for Action, we need to fight against illiteracy. It's very important. We need to ensure that there is an environment that will nurture an active role for everyone, be they social, educational, cultural institutions, be they trade associations or civil society organizations. Likewise, the media need to work with us to this end. In conclusion, there are many adults who have not been able to benefit from educational programs because of their social position. We therefore need to ensure that these programs focus on regions that need them, and we need global, international programs that do also take into account the specific needs of each region. We need a shared citizenship initiative that will advocate for the right to education. In promoting citizenship, we can't focus only on the Ministry of Education. We also need to take into account health and cultural issues that are related to education. We need to ensure that all institutions and all sectors are involved in this work. Universities need to play an active role. Civil society needs to play an active role too. And students should be encouraged to take an active role in citizenship education. Thank you very much. Merci beaucoup à tous les intervenants. Nous avons eu des interventions très diverses. Nous avons pu avoir une discussion approfondie et transversale. Nous avons pu parler de l'autonomisation de l'éducation et des apprenants. Comme nous avons peu de temps, je vais inviter Son Excellence le ministre de l'Éducation de faire quelques remarques de clôture. Et notre débat va être remis aux sessions à venir dans les jours à venir. Et je dis à nos collègues en ligne qu'ils peuvent envoyer leurs questions via la discussion, via la chat, pour que nous puissions en prendre conscience. Donc, j'invite Son Excellence la ministre à venir faire son intervention et ensuite nous allons passer à la signature du document. Thank you very much. I would also like to thank all the panelists for their excellent talks. Thanks to these talks, we have been able to note some key messages, but particularly I've noticed that our speakers have been very humble. Why? Because we're talking about very complex issues. Illiteracy and literacy education, these are very complicated issues. And teaching basic literacy skills and functional and critical skills and skills for the future, these are all important and complicated issues. Citizenship is also a highly complex matter because we're seeing how our societies are changing. And with these changes, citizenship is also changing. We're seeing it in a different way. In the past, we had a less globalized world, but today we're in a different type of world. We have new issues such as fake news, which was mentioned. We're taking into account other factors such as the need for meaning, an existential approach, such as an approach based on emotions. We have different approaches to our societies. New multidisciplinary approaches have emerged. And so we really have a different vision. There's been a great deal of research carried out, and we're seeing increasingly interactions between different disciplines
And consequently, the concepts that we had in the past have been strengthened and made more complicated. They've been tested and revised. This is important, but we need to ensure that we can apply all of this research in the classroom. Nowadays, we're developing civic education, citizenship education, but what's the aim of these lessons? How do we motivate our students? How can we prepare our students to become active citizens in our societies? And how can we empower them and ensure that they're responsible and can manage their own futures and be responsible for their choices? Our citizens need to be able to have the ability to distinguish between meaningful and less reliable information. And that's difficult because we're also facing a shortage of resources. We need to ensure that our efforts, be they with our students who are children or perhaps when working with adults, we need to ensure that these efforts will help us to develop the capacities of our learners of all ages. So the question is, to what extent can we apply these various ideas and how? Perhaps for the moment we don't have answers that are absolutely clear. We've had various experiences on the ground, and we're realizing that assessments of students are not always completely reliable because lots of aspects are at play here, and there are various aspects that need to be taken into account. So we need to be careful when assessing and measuring performance. We need to ensure that we're taking into account a range of different aspects. We need to ensure that our resources are being invested in the most appropriate way and in the most effective way in the areas that most merit to be targeted. So clearly we need to continue our debate, we need to continue our research, we need to carry on carrying out experiments and testing various approaches, and we need to really work together to continue our work in this area. Civil society actors need to be involved, and so we need to really work as a network. We need to have a multidisciplinary approach. This would be a way to ensure that our approach is relevant and effective. Once again, thank you very much for your talks. Thank you for these very interesting ideas that have been formulated. And I think it's clear that we will be able to continue our work, and this workshop will have really whetted your appetite to continue to work in these various areas. Thank you very much.